Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Arthur Rimbaud qui est également au programme du bac français. Et nous allons tout d'abord commencer par plusieurs éléments biographiques et de contexte. Alors tout d'abord, pour introduire un petit peu ce personnage hors norme qu'est Arthur Rimbaud, je me permets de citer une phrase de René Etiamble dans son essai qui s'intitule « Le mythe de Rimbaud », où il écrit « Le mythe Rimbaud l'emporte sur le vrai Rimbaud ». Il est vrai que finalement toute une mythologie s'est créée autour de cet auteur en raison de la brièveté de sa carrière littéraire, en raison aussi de l'extravagance du personnage et finalement aujourd'hui toute une histoire s'est créée autour de cet auteur. Cet auteur qui a écrit en fait une œuvre très riche mais de manière très éphémère finalement, très condensée, très intense entre ses 15 ans et ses 21 ans. Et la révolte qu'incarne ce jeune poète a fasciné ses contemporains et continue de fasciner aujourd'hui les lecteurs. Et cette photo célèbre de Rimbaud est un peu l'image justement que l'on garde de lui, de cet adolescent révolté qui va écrire sur 6 années des poèmes flamboyants, qui va inventer une langue nouvelle, une nouvelle façon d'écrire, avant de sombrer dans le silence le plus total et le plus soudain, et de nombreuses hypothèses, de nombreuses interprétations vont alors être proposées par les lecteurs, par les critiques littéraires, pour expliquer cette carrière éclair. On commence donc par quelques éléments biographiques. Il faut tout d'abord savoir que Rimbaud passe son enfance à Charleville, donc à peu près de l'année 1854 à l'été 1870. Il naît donc en 1854 et toute sa jeunesse, toute son enfance, il les vit comme des années d'ennui et de médiocrité, parce qu'en effet, le contexte dans lequel il évolue, cette petite ville de province, peuplée de bourgeois satisfaits d'eux-mêmes, vont vite en fait provoquer son rejet le plus total, et on en retrouve une trace par exemple dans son poème À la musique, où il écrit par exemple sur la place taillée en mesquine pelouse, square où tout est correct, les arbres et les fleurs, tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs portent les jeudis soirs leurs bêtises jalouses. Alors il faut savoir qu'au niveau de l'univers familial, là aussi c'est quand même assez particulier. Son père est un militaire de carrière et en 1860, il va déserter le foyer familial puisqu'il va abandonner la mère de Rimbaud avec ses 4 enfants, donc 2 filles et 2 fils. Et donc le manque de figure paternelle va forcément expliquer aussi cette volonté d'émancipation de Rimbaud, ses errances et son caractère révolté. D'autre part, la figure maternelle n'est pas en reste, puisque celle qu'il appelle la Mother est une mère très stricte, très religieuse, très croyante, et elle enferme un petit peu sa famille dans une solitude, dans un isolement, avec ce catéchisme omniprésent, ces règles morales très, très sévères, qui bien sûr vont contraindre le jeune Rimbaud et ne vont pas du tout lui convenir. Il va ainsi se révolter contre toutes les règles qu'on lui impose, contre la religion, contre l'ordre moral qu'incarne cette bourgeoisie de province dont on vient de parler, mais aussi contre le régime politique de l'époque qui se caractérise par son militarisme et son despotisme et qui va à l'encontre des envies de liberté de Rimbaud. Malgré ce caractère révolté, Rimbaud va être un élève très doué, qui a un goût certain pour les études, et notamment il va exceller en français et en latin. Il adore lire, il dévore tout ce qui lui passe sous la main, des plus classiques aux auteurs contemporains.
et notamment son professeur de rhétorique au lycée, Georges Isambard, qui va devenir une sorte de confident et peut-être de père de substitution, va lui faire découvrir aussi bien donc ses classiques que ses contemporains, avec par exemple les romantiques comme Hugo, comme Musset, mais aussi les Parnassiens avec Théodore de Banville, ou encore des auteurs encore plus peut-être flamboyants et plus percutants à l'époque, hein, comme Baudelaire ou Charles Cros. Tous ces artistes chantent l'avènement d'un monde nouveau, ils ont envie de briser les règles, mais il y a aussi dans ces poèmes-là une nostalgie vis-à-vis des temps anciens qui incarnent une forme d'harmonie et de beauté. Et très tôt, le jeune Rimbaud va avoir envie d'égaler les plus grands poètes, tout en faisant preuve d'une émancipation, d'une création totalement personnelle, dans la volonté de se démarquer en fait de cet héritage. Il va alors, animé par cette révolte, par ce désir d'émancipation, mener une véritable vie de bohème, notamment dans les années 1870 et 1871. Il aura très tôt envie de partir, hein, de quitter ce climat étouffant dont on vient de parler, et ce goût du voyage, ce goût du départ, de l'errance, va l'habiter toute sa vie. Il va réaliser ainsi de nombreuses fugues et de nombreux poèmes vont se faire l'écho justement de ces multiples errances auxquelles il va se livrer. En 1870, la France elle est en guerre contre la Prusse et à ce moment-là, Rimbaud va effectuer sa première fugue en train vers Paris au mois d'août. Il est alors arrêté à la gare du Nord, il passe quelques jours en prison, puis à Douai, dans le Nord, hein, dans la famille d'Isambard, avant de regagner Charleville. Donc c'est Georges Isambard qui va le libérer de prison, qui va payer l'amende, hein, et qui va le recueillir chez lui pendant un temps. Mais il est ensuite renvoyé dans sa famille. Mais bien entendu, retourner dans cet enfer de Charleville, dans ce trou, hein, comme il dit, de Charleville, ne va pas lui plaire, et il va effectuer une nouvelle fugue, cette fois à pied, non pas en train, vers Douai. Et en octobre, et puis il va passer par la Belgique, et à nouveau, un mois plus tard, il revient au domicile familial. Bien sûr, l'une des villes qui va fasciner Rimbaud, parce que c'est à l'époque le centre culturel, le centre littéraire bouillonnant par excellence, c'est Paris. C'est également, au-delà de l'influence culturelle, un centre de révolte politique. C'est là-bas que la République va être proclamée. Après la défaite de Sedan en septembre 1870, c'est là-bas aussi que vont éclater les événements de la Commune, hein, les événements sanglants de la Commune sur lesquels nous reviendrons. Et il s'y rend en train donc le 25 février, mais il revient à Charleville le 10 mars. Mais il est possible qu'il y retourne véritablement pendant la Commune. On n'est pas très sûr de ça, on n'a pas des sources assez fiables pour l'affirmer. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est enthousiasmé par cette révolte populaire de la Commune. Et on l'entend par exemple dans un poème comme Rage de César, où il s'exclame « La liberté revit ». Et je vous invite aussi à lire ou à relire le long poème du Forgeron, qui évoque cette révolte du peuple lors de la Révolution de 1789 contre Louis XVI, mais qui est en même temps un écho à la situation actuelle de la France au moment de la Commune. Entre septembre et octobre, il va rédiger les poèmes qui constituent les cahiers de Douai, qu'il va confier ensuite donc, à un autre ami, à un poète, Paul de Mény. En octobre, de nouveau, il fugue en Belgique. Les dernières années de création poétique, alors ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, parce qu'on a l'impression qu'il vient à peine de commencer, mais elles vont s'échelonner de 1871 à 1875. À ce moment-là, il va entrer en correspondance avec un poète célèbre de l'époque, Verlaine, et celui-ci va l'inviter à venir à Paris. Va alors s'instaurer entre eux une liaison vraiment orageuse, violente, tumultueuse, avec Verlaine, hein, qui est son aîné de plusieurs années, qui a une femme, qui a une famille,
mais les deux hommes vont entretenir une relation homosexuelle jusqu'au drame de 1873 où Verlaine tire 2 coups de pistolet sur Rimbaud. Il ne le tuera pas, il va juste le blesser à la main gauche, mais Verlaine va être emprisonné et ce séjour en prison va être l'occasion pour lui de rédiger le recueil Sagesse et qui signe son retour finalement dans la norme. À ce moment-là, Rimbaud lui retourne dans les Ardennes et il cherche alors, comme il le dit dans une célèbre lettre, à se faire voyant en inventant une nouvelle langue poétique, en essayant d'atteindre grâce à elle une forme de vérité qui passerait par tous les sens, par toutes les sensations que le poète donne dans ses poèmes et que le lecteur doit déchiffrer. Parce que plus on avance dans l'œuvre de Rimbaud, plus sa poésie devient mystérieuse, sinon hermétique. Donc, c'est en 1871 qu'il envoie à Georges Isambard les lettres dites du voyant, ainsi qu'à Paul de Mény, et qu'il écrit Le bateau ivre, un de ses poèmes un peu manifestes, si vous voulez, de ce dérèglement de tous les sens qu'il prône, et qui est une véritable invitation au voyage, pour reprendre un terme de Baudelaire, invitation au voyage dans l'imaginaire et dans une langue totalement nouvelle. En 1873, il va rédiger Une saison en enfer. Là aussi, œuvre difficilement classable, sorte de long poème en prose qui est une espèce d'autobiographie symbolique de Rimbaud. En 1874, il va écrire Les Illuminations. Là aussi, ce sont par contre de courts poèmes en prose, mais qui ne seront publiés qu'en 1886, alors que Rimbaud a renoncé depuis 1875 à toute activité poétique. Ainsi, la fin de sa vie va signer la rupture totale avec le monde littéraire, et de 1876 à 1880, il va s'engager dans l'armée hollandaise avant de déserter. Il va ensuite parcourir divers pays européens. On sait que de 1880 à 1890, il va être employé de commerce à Aden au Yémen, puis à Harar en Éthiopie, où il se livrera notamment à du trafic d'armes. Ce n'est qu'en 1891 qu'il reviendra en France en raison de son état de santé. Il est en effet atteint d'une tumeur cancéreuse à la jambe qui le contraindra à être amputé et il va mourir à Marseille d'un cancer des os. On va maintenant essayer de situer quelque peu l'œuvre dans son contexte. Alors déjà, il faut savoir qu'en 1870, date à laquelle Rimbaud rédige de nombreuses de ses œuvres, c'est la fin du Second Empire. Le Second Empire, il a été proclamé par coup d'État le 2 décembre 1852 par Napoléon Bonaparte, qui devient à ce moment-là Napoléon III, empereur des Français. Le coup d'État donc du 2 décembre 1851, et un an après, on proclame le Second Empire. À la première période de 1852 à 1860, on va avoir un gouvernement très autoritaire. Napoléon III va instaurer un régime fondé sur la censure, sur une propagande qui va créer tout un mythe personnel autour de sa figure politique. Néanmoins, il y a des choses qui sont positives dans le règne de Napoléon III. C'est toute la démarche de modernisation et d'industrialisation du pays qu'il met en marche. Modernisation qui se voit notamment dans la ville de Paris. Il va s'appuyer sur le baron Haussmann pour créer ces grandes avenues, ces grands hôtels haussmanniens, pour rajouter de l'éclairage public, rajouter des espaces verts, amener l'eau courante, etc. Il y a vraiment plein de choses qui sont faites pour moderniser Paris. C'est à cette époque-là aussi qu'on assiste à une montée en puissance de la bourgeoisie, alors que les classes populaires, les classes les plus basses, vont, elles, être de plus en plus pauvres. La deuxième période du Second Empire, donc de 1860 à 1870, Napoléon III va en fait lâcher un peu du lest en donnant plus de liberté, notamment en baissant la censure, en instaurant plus d'échanges commerciaux avec l'Angleterre. Il donne également le droit de grève aux ouvriers, mais malgré ce libéralisme
plus souple, on va avoir quand même en fait des envies de révolte dans le peuple et une instabilité intérieure qui va aller en grandissant. Le 19 juillet 1870, c'est donc le moment où la guerre contre la Prusse se déclare et c'est un véritable échec. Napoléon III pouvait penser remporter cette guerre de façon éclair. Il n'en est rien. Le 2 septembre 1870, il est obligé de capituler à Sedan et il est alors fait prisonnier. Le 4 septembre 1870 est alors proclamée la Troisième République. Et du 18 mars au 28 mai 1871 a donc lieu ce qu'on a appelé la Commune de Paris. Derrière ce terme, en fait, se cache un mouvement insurrectionnel et un gouvernement mis en place par les Parisiens. Adolphe Thiers, qui est alors le président de cette Troisième République, a voulu désarmer le peuple parisien, mais le peuple va se soulever et va instaurer un gouvernement révolutionnaire. Ils vont réussir pendant 3 mois à résister aux assauts des troupes de Thiers, mais ils seront finalement réprimés et mis à mal durant la semaine, ce qu'on a appelé la semaine sanglante, où une quantité d'exécutions va avoir lieu. Niveau culturel, c'est aussi une période très très riche. On va avoir quantité de mouvements littéraires et artistiques qui vont se développer au XIXe siècle. Durant la première moitié du XIXe, c'est le mouvement romantique qui est le plus omnipotent, le plus omniprésent. On en a déjà beaucoup parlé avec On ne badine pas avec l'amour de Musset. On le sait, les romantiques vont être des artistes qui vont venir s'opposer au classicisme et aux règles de ce mouvement qu'ils ont envie de briser. En poésie, ça passe notamment par l'assouplissement du rythme de l'alexandrin, par l'introduction d'un vocabulaire plus quotidien. Et d'ailleurs, Victor Hugo déclarait qu'il avait mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Donc il y a cette volonté d'une langue plus populaire, plus directe. Et c'est aussi la poésie romantique, l'endroit où les poètes vont exprimer leurs sentiments les plus personnels, sans pour autant être totalement enfermés dans une tour d'ivoire, puisque certains d'entre eux vont s'engager politiquement. Par exemple, Hugo, Lamartine ont été députés, sénateurs et monteront à la tribune pour défendre le peuple, pour assumer leurs idéaux aussi de manière publique. Lors de la deuxième moitié du XIXe siècle, on a un autre mouvement littéraire en poésie qui voit le jour, qui s'appelle le Parnasse. Le Parnasse, c'est ce mont dans la mythologie où sont les 7 muses. Parmi les auteurs emblématiques de ce mouvement, on peut citer Théophile Gautier, Le Comte de Lille ou encore Théodore de Banville. Ces poètes-là vont être des partisans de ce qu'ils appellent l'art pour l'art. C'est-à-dire que pour eux, seule l'esthétique et la forme comptent, et eux, alors, ils sont totalement désengagés politiquement. Il n'y a aucune implication politique, sociale dans les poèmes de ces auteurs-là. Arthur Rimbaud, il est influencé à la fois par le romantisme. Par exemple, si vous pensez au poème Les Effarés, qui nous décrit les enfants là, qui sont devant le soupirail du boulanger à quêter un morceau de pain, on peut totalement penser aux Misérables de Victor Hugo. Mais il va aussi être admiratif dans un premier temps du Parnasse, et il va d'ailleurs écrire 2 lettres à Banville. Mais dans ces 2 lettres, en fait, Rimbaud va osciller entre pastiche et parodie, entre hommage et moquerie à l'égard de ce poète parnassien. Je vous rappelle, le pastiche, c'est en fait essayer d'imiter le style d'un auteur, plutôt pour en montrer les qualités. La parodie, au contraire, on va aller imiter, mais pour détourner et pour se moquer. Et donc, on voit toute l'ambiguïté de Rimbaud, qui a des modèles, mais en même temps qui veut se démarquer de ces derniers. Et surtout, en fait, la réponse de Banville à la première lettre que Rimbaud lui a envoyée va le décevoir, il va y ressentir une forme de mépris, et par conséquent, dans la deuxième lettre, il est encore un peu plus vindicatif en se désignant d'ailleurs lui-même comme un imbécile, en utilisant un pseudonyme pour se moquer avec ce nom Bava, Alcide Bava, pour dire un peu toute justement cette bave qu'il a envie de répandre un peu sur les auteurs du Parnasse.
Autre mouvement littéraire qui se développe dans la seconde moitié du XIXe siècle, ce sont le réalisme puis le naturalisme. Vous en avez déjà beaucoup entendu parler sans doute pendant l'année de seconde. En peinture, on a notamment Gustave Courbet, dont vous avez ici une représentation, un extrait de son tableau, parce que c'est pas le tableau entier, d'un enterrement à Ornans. On a Flaubert, on a Balzac, on a Zola, on a Maupassant, tous ces auteurs qui vont chercher à décrire le monde tel qu'il est sans l'idéaliser. Et finalement, on retrouve aussi parfois cette ambition dans les poèmes de Rimbaud. Je vous ai évoqué tout à l'heure les effarés avec la misère des enfants, mais on peut citer aussi le mal qui nous retranscrit l'horreur de la guerre, ou encore la caricature de la bourgeoisie dans À la musique. Autre mouvement littéraire qui se développe au XIXe siècle, c'est le symbolisme. On peut considérer que le symbolisme il se développe en gros depuis Baudelaire et Les Fleurs du Mal en 1857 jusqu'à Mallarmé avec Un coup de dé n'abolira pas le hasard. Et ce mouvement va totalement s'opposer au naturalisme. Les auteurs qui symbolistes vont considérer que le naturalisme est trop froid, trop scientifique. Et finalement, face aux horreurs de la Commune, le symbolisme va représenter la possibilité d'une fuite pour éviter cette déception du réel, un refuge dans l'imaginaire. Parce qu'en fait, ces auteurs ont la volonté de redonner à l'art une dimension mystérieuse, un peu mystique, spirituelle. Et finalement, le lecteur doit alors aller déchiffrer les symboles que le poète va aller parsemer dans ses poèmes pour entrevoir le monde supérieur des idées. Et là, les auteurs font référence en fait à Platon et à son mythe de la caverne, cette idée que en fait, des fois, on ne voit que les ombres, la projection des ombres sur les parois de la caverne ne sont que ce qu'on voit et ce ne sont que des images, ce ne sont pas la réalité. Le poète serait celui qui a la capacité d'accéder aux vraies idées. On le retrouve chez Baudelaire, notamment dans son poème Correspondance, où il établit des liens entre ce qu'il voit dans le monde autour de lui, mais qu'il doit déchiffrer parce qu'il y aurait des symboles, donc avec des correspondances horizontales et des correspondances verticales, et notamment grâce à la synesthésie, qui est ce recours à tous les sens, à toutes les sensations. Rimbaud, lui aussi, va en fait s'inscrire dans cette filiation. On a évoqué déjà tout à l'heure les lettres dites du voyant, et dans cette lettre, il affirme que le poète doit passer par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens pour trouver une langue, résumant tout, parfum, son, couleur, de la pensée accrochant la pensée et tirant. Dans les cahiers de Douai, on n'est pas forcément encore totalement là-dedans, on est à la première étape de la création de Rimbaud, mais on peut quand même retrouver déjà cette idée d'une langue nouvelle, cette idée d'une langue très sensorielle, et nous y reviendrons lors d'autres vidéos. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.